Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Le fameux restaurant de la Chenelle situé au 1400 rue Yves Blais. Et comme vous le savez, nous allons dans toutes les directions à chaque semaine. Nous sommes disponibles sur Quai Marina Flashback sur Facebook et nous sommes en édition Studio sans contact. Une très belle émission pour vous aujourd'hui. Nous allons parler musique et astrologie. Avec notre deuxième invité, nous allons aborder la musique sous tous ses angles. Rares sont les personnes passionnées de musique ayant un CV musical si bien garni, spécialement à son âge. Donc, pour discuter de son parcours, ses expériences multiples et de sa vision de la musique d'aujourd'hui, d'hier et de demain, et en général, nous recevrons DJ Lady Black Ice, Audrey Cousineau. Mais tout d'abord, un habitué de l'émission, son nom est synonyme de compétence et d'astrologie. Il pratique avec aisance depuis nombre d'années sa profession qu'il aime tout autant qu'à ses débuts. Il est sans l'ombre d'un doute au sommet de la pyramide au Québec quand on parle d'astrologie. Je vous présente donc un homme sympathique à souhait, très bien articulé, un érudit, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alex. Salut Stevie, je peux pas demander mieux Je de la part d'une vierge qu'une aussi belle présentation. Commence pas. Dans les détails. Oui, ça c'est vrai. Ben, tu me le dis souvent, les détails et le travail. Incroyable. Je t'ai fait une belle présentation, puis dans ton cas, je sais que t'es pas quelqu'un qui va, disons, se gonfler l'ego. On a beaucoup de viande après l'os aujourd'hui, comme j'aime bien dire souvent. On a plusieurs sujets à aborder. Nous allons parler de deux signes aujourd'hui. Mais ma première question, est-ce que les rénovations sont terminées? Ben oui, encore toujours, il y a toujours des petits détails à régler, bien entendu. Ouais, mais le gros est fait. Et ça fait du bien. Oui, ça fait un certain temps déjà que tu as terminé? Non, c'est ça, peut-être un mois là, que c'est pas mal terminé, ouais. Donc aujourd'hui, mon cher Alex, nous allons explorer deux signes, comme à l'habitude. Le Gémeaux qui est présentement à l'affiche et le Cancer, signe qui suit le 22 juin au 23 juillet, en faisant distinction évidemment entre femmes et hommes, puisqu'il y a des différences quand même assez notables. De plus, quelques commentaires judicieux sur l'avenir aussi de ces deux signes à court et moyen terme. Pour commencer, les Gémeaux, j'ai fait ma petite présentation, j'essaie de faire mon spécialiste, moi aussi, à côté de toi. C'est un signe d'air, bon communicateur, ils ont les défauts de leur qualité, évidemment, donc, bon débatteur, on dit aussi des ostineux, en bon québécois. Mais avant de poursuivre sur les particularités femmes et hommes, moi j'ai une question pour toi. C'est-tu un préjugé ou c'est vrai que les Gémeaux ont plusieurs personnalités? Ben écoute, c'est tout simplement parce que ils sont d'une versatilité exceptionnelle. Moi, je mets ça dans les qualités plutôt que dans les défauts. Tout simplement, c'est facile à comprendre. Écoute, j'avais abordé les autres signes sous cet angle-là, avec le concept de ce qui se passe à l'extérieur, justement, dans la même période de l'année. Donc, la période Gémeaux, qui a démarré il y a quelques jours, va s'étendre jusque, comme tu l'as si bien dit, jusqu'au 21 juin, va donc nous proposer un échange de pollen exceptionnel dans la nature. L'individu est exactement cette personnalité qui veut échanger avec tout le monde. Tu sais, un pollen de chêne, s'il tombe sur un pissenlit, ça donnera peut-être pas grand-chose, mais au moins ils se seront salués. Tu sais, et c'est ça le Gémeaux. L'objectif est de tout savoir, tout connaître, tout découvrir et également de le partager. Alors c'est simple comme ça et évidemment, si une journée, ils ont envie d'être, pas nécessairement envie d'être, mais ils ont appris, ils ont su, ils ont goûté à quelque chose, ils vont l'émettre. Le lendemain, ils goûtent à quelque chose de complètement différent et peut-être même à l'opposé. Ça peut être tout aussi intéressant. On va l'exprimer haut et fort. Tu es devenu poétique dans ton astrologie, c'est bon. Donc, je poursuis les femmes Gémeaux. Jeunes, elles sont capricieuses. Beaucoup de projets, comme je le disais tantôt, bonnes pour débattre. C'est un signe d'air, donc besoin d'être stimulé. Exigeante en amour parfois. Histoire de couple impliquant une femme Gémeaux, c'est rarement ordinaire. Un signe double, donc changeant. Signe d'intelligence, donc aussi de ruse. Souvent insécure, adorable, pleine d'idées, prête à rendre service, bonne en finance. S'adapte et aime l'action. Maintenant, à vous, Alexandre. Écoute, c'est intéressant ce que tu as mentionné. Je te dirais, c'est véritablement un grand potentiel d'atteindre tous ces niveaux dont tu as si bien exprimé. Mais il faut juste revenir un petit peu plus à l'essentiel pour comprendre pourquoi elles sont capables d'aller aussi loin. C'est parce qu'elles ont l'audace.
Okay. Peu importe. Écoute, c'est comme si la question de la confiance est inutile chez le Gémeaux. Qu'on ait confiance ou non en soi, on avance. Okay. C'est ça, être Gémeaux. Surtout chez la femme, j'ai remarqué. Alors, effectivement, c'est ça qui est assez particulier, même si elles n'ont pas confiance en elles, par exemple, comme tu disais, pour calculer, pour aller faire la comptabilité, ben, elles se disent, je vais essayer. La timidité ne viendra pas les freiner. Entre autres, très particulier. Effectivement, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de réserve naturelle généralement chez l'univers Gémeaux. Ils ont de l'audace et ils foncent, et ce, en toute, le mot juste, là, ça serait en toute approche enfantine de la vie. Et le monde du Gémeaux n'est pas du tout accroché avec les stéréotypes, les façons d'enfant. Exactement. Okay. C'est même, je m'amuse toujours à dire, c'est un cœur d'adolescent constamment. Alors, c'est des passionnés d'un bout à l'autre sans arrêt. C'est bien ça. Veux-tu qu'on parle maintenant des hommes Gémeaux? Certainement. Bon, tu as terminé avec la femme. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, si tu veux. Ben, dis-moi, la femme Gémeaux en couple, en général. Oui. Parce que tantôt, j'ai dit que c'est rarement ordinaire avec une femme Gémeaux. Puis moi, je fréquente une Gémeaux. Fait que j'aimerais bien ça le savoir. Okay. Écoute, c'est spécial. Puis je te dirais, dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'être en couple pendant quelques mois avec une Gémeaux. Ouais. J'ai été fasciné. Okay. Mais ça a été pour moi pratiquement un laboratoire, puisque malheureusement, je n'étais pas tombé amoureux d'elle. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre fin à... C'était plutôt l'aspect physique dans votre relation, peut-être. Ça a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Okay. Tu sais, son discours, je suis tombé amoureux de son discours, par contre. Okay. Ça, c'était fabuleux. Puis je vais te donner juste un exemple. On s'était rencontrés sur des sites de rencontres, et puis je me souviendrai très bien, sa première communication, une lettre immense. Merveilleux, je trouvais ça cute, c'est le fun. Deuxième communication, elle m'appelle et elle me dit, je voulais juste entendre ta voix, j'ai pas le temps de te parler, elle m'a parlé 2 heures au téléphone. Oh wow! C'est vrai que les femmes Gémeaux discutent beaucoup, puis ça, c'est une belle qualité. Exact. Et la deuxième conversation, ça a duré une nuit au complet au téléphone. Alors, c'est un peu spécial comme ça. Et effectivement, ce qu'il y a de particulier, je dirais, c'était la capacité de me faire dire des choses que je n'étais même pas d'accord avec moi-même. C'est fort, c'est très puissant. Tout à fait, de réussir à détourner la conversation pour amener à quelque part où tu n'es pas assez à l'aise pour bien débattre de ta pensée, etc. C'est d'une puissance exceptionnelle que j'ai vraiment admirée chez cette femme. C'est ce qu'on va constater chez l'homme. C'est une des choses que j'ai écrites. J'essaie de faire de moi un astrologue. Ça s'en vient. Bon, on va parler maintenant de l'homme Gémeaux. Intéressant, intelligent. Stimulant, besoin d'être stimulé comme tout signe d'air. Sens du détail pour la plupart, se pense irrésistible lorsque confiant. Charmeur sans que ça paraisse, comme tu le disais tantôt, je veux dire dans le discours. Souvent imposteur, caméléon. Imagination fertile. Écoute, c'est encore comme je te disais tantôt, il s'agit vraiment, c'est pas nécessairement oui, le caméléon est probablement la meilleure approche, puisque c'est l'adaptabilité à son univers ambiant. Puis j'aimerais ça te donner une petite anecdote vraiment savoureuse. J'ai eu un réalisateur sur une émission télécommunautaire pendant quelques années qui était Gémeaux, et à l'époque, je le faisais avec ma mère, cette émission, puis lui, il avait toujours le mot pour rire à chaque fois qu'on arrivait. Et des fois, c'était d'une misogynie épouvantable, mais toutes les femmes riaient. Wow. Mais c'est ça, puis là, je le disais, ça prend bien un Gémeaux pour pouvoir dire ça, parce que si c'était moi qui avais dit la même chose, c'était une claque en pleine face que j'aurais mérité. Mais non, venant de Gémeaux, on peut en rire. C'est complètement fou. Puis écoute, donc des bons vendeurs. Oui, l'idée est encore du cœur d'adolescent. Okay. Écoute, c'est vraiment parce que c'est dit avec une innocence incroyable que ça ne fait pas choquer qui que ce soit. Et je te donne même un exemple absolument flagrant qui n'a pas eu tellement, c'était pas il y a pas tellement longtemps. Donald Trump aux États-Unis, un grand Gémeaux, et ça a été le running gag de ces 4 ans, c'est-à-dire les fameuses fake news sans arrêt, à dire à peu près n'importe quoi, et c'est soit qu'on
Il y en a qui pouvaient le croire dur comme fer, mais la plupart faisaient, regarde, c'est encore une niaiserie qui raconte. Ils ont du éco-vedette dans le sang. Ben, imagine si ça avait été, je donne un exemple, Barack Obama ou Bill Clinton qui avait dit les mêmes absurdités qu'il aurait fait, et il serait fait mettre à la porte bien avant, et lui, il a fini son mandat. C'est ça. Bonne celle-là. Oui, exactement. Comme je disais, un Gémeaux a le droit de dire à peu près tout ce qu'il veut. Et il a cette place dans le zodiaque qui est unique pour lui. Et je l'encourage à en profiter en plus. C'est bon, ça. Maintenant, si on y allait avec l'avenir à court et moyen terme pour 2021, le restant de l'année, quand on parle de l'aspect professionnel, la famille et l'amour, qu'est-ce qui attend les Gémeaux, selon Alexandre Aubry? Ben écoute, c'est quand même une année pas mal intéressante pour les Gémeaux. C'est même, je dirais, leur grande année pour aller découvrir davantage ce qui les passionne. Dans le fond, ils sont des touche-à-tout, mais des fois, il y a peut-être quelque chose de plus particulier qui nous stimule dans la vie. Et d'un Gémeaux à l'autre, ça peut être très différent, bien entendu. Et il s'agit de construire cet élément qui va faire en sorte qu'on va être passionné, si on veut, pour le restant de nos jours. C'est quelque chose dans lequel on va accrocher, je dirais, un hobby ou une passion, un sport, une activité, un loisir, un travail à la limite, ou encore le grand amour. Il s'agit vraiment d'identifier qu'est-ce qui va faire vibrer là, au cours des prochains mois, et ça va s'accrocher pour le reste, peut-être le reste de la vie en le souhaitant, mais c'est un petit peu ça l'objectif cette année du Gémeaux. Donc, une année avec des rebondissements. Ben, avec beaucoup d'appréciation aussi. Le plaisir devrait être au rendez-vous. Pour ce qui est du déconfinement, je pense que le Gémeaux a sa place et il va se démarquer justement dans cet univers. Il aura du plaisir. Oui, il va être celui qui va placer certainement beaucoup de festivités. Moi, j'ai noté quelque chose qui est passé cette semaine sur le web, qui a attiré mon attention. J'ai dit, je vais en parler dans l'émission à Alex. Qui de mieux placé que toi, justement, pour nous donner des détails là-dessus. C'est un article qui expliquait pourquoi, c'est un préjugé, dans le signe du zodiaque, le Gémeaux est le plus détesté. Quand je suis tombé sur cet article-là, j'ai trouvé ça un petit peu sévère. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je voulais t'en parler. Ce qu'on dit, c'est un signe controversé, menteur, difficile à cerner. Il y a beaucoup de tricheurs chez les Gémeaux. D'où vient cette mauvaise réputation? J'aimerais que tu me l'expliques. Dans l'astronomie babylonienne, les étoiles Castor et Pollux sont en grands jumeaux. Ça, c'est sûr que tu es au courant un petit peu de ça. Leur père était le dieu Zeus. En tout cas, je vais vous épargner les détails parce que leurs deux noms veulent dire né des enfers et puissant roi. Maintenant, ce qu'on dit des Gémeaux, pourquoi ils sont détestés dans le zodiaque, ils adorent parler, difficile de placer un mot avec eux, on est rapidement dans le monologue, raconteurs de potins, avec eux on ne s'ennuie pas, comme on le disait, mais il y a des bons, des mauvais côtés. Excellents orateurs, gouvernés par Mercure, donc une planète de communication. Ils sont bruyants, peur de dévoiler leurs émotions pour ne pas être blessés, excellents journalistes, comédiens ou enseignants, manipulateurs, charmants, social mais persuasifs. Obtiennent ce qu'ils désirent, comme tu le disais tantôt, et curieux. Moi, je suis entouré de Gémeaux, que ce soit dans ma famille, ma copine, des amis. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. On dit aussi que les signes en affinité sont la Balance, le Verseau, le Bélier et le Lion. Pourquoi semble-t-il que le Gémeaux serait le signe le plus détesté du zodiaque? Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est sûr que quand on dit des choses difficiles. Quand on dit des choses négatives, il faut en laisser, ça c'est sûr. Ouais. On peut en prendre dans certains cas. Écoute, je vais te donner un exemple. La première chose à faire lorsqu'on est en présence d'un Gémeaux, c'est de ne pas le prendre au sérieux. C'est simple comme ça. Et là, vous allez avoir une attitude complètement différente. Et lorsqu'il va émettre une critique épouvantable, vous allez en rire plutôt que d'en être affecté. Alors, c'est simple comme ça d'avoir une approche beaucoup plus ouverte et détachée, sachant qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'il exprime. Et si on voit une émotion, par exemple une colère de la part d'un Gémeaux, c'est absolument, il faut en rire. Simple comme ça. Et même si ça l'offusque, on en rit 2 fois plus fort parce que lui-même va se réaliser rapidement qu'il est ridicule. Et il va... Un peu comme tu le disais tantôt avec Trump, qui est le côté
côté négatif du Gémeaux. Ils n'ont pas d'orgueil trop souvent et on a l'impression que tout est démesuré avec un Gémeaux par moment. C'est comme je disais, c'est comme quand il émet une colère. Ouais. Dites-vous que si par exemple, je vais donner une image là, elle est grosse comme ça la colère. Okay. Puis là, ça c'est gros par exemple. Ben dites-vous qu'en réalité, il la ressent comme ça lui la colère. Mais il l'exprime. Mais c'est ça, tout à fait. Okay. C'est la même chose comme je vous disais quand j'étais en couple avec une Gémeaux. Ses sentiments amoureux s'étaient exprimés comme ça. Mais je suis sûr que même juste comme ça. Ben, j'ai de la misère à le croire, ça, mais ça se peut. Nous allons prendre une pause, mon cher Alex. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un restaurant de choix qui bientôt va vous attendre avec la salle à dîner qui sera enfin ouverte. On est vraiment heureux. Je pense que ça concerne plusieurs personnes. Et n'oubliez pas le menu complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenée. Donc, pour la livraison, je vais vous donner le numéro de téléphone et le fameux take-out, ce qu'on appelle des commandes pour emporter dans le 450, le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec un astrologue de renom, l'astrologue officiel de Bâton Rouge Live, Alexandre Aubry. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, si vous vivez une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire qui s'est joint dernièrement à l'équipe de Bâton Rouge Live. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher les choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou Harry Potter est disponible dans cette boutique fantastique. Pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web immédiatement, le www.laboîteafolie.com. Situé aux Galeries Rive-Nord, au 100 boulevard Brien à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, on va parler des cancers, mon cher ami Alex. Ça représente l'aspect maternel, la mère dans le zodiaque. Beaucoup d'émotions, facilement à fleur de peau. Un signe doux, habituellement sans malice ou violence. Et si on va avec les particularités de la femme, signe d'eau féminin, régi par la lune, signe cardinal, donc signe de chef. Le contact est simple avec une femme cancer. Les femmes cancer ne cherchent qu'à être en amour. C'est ce que j'ai lu. Tendance à rapporter les événements à soi. Par contre, les femmes se plaignent souvent d'être mal aimées du signe du cancer. Douce et gentille, mais tendance à la dépendance en relation. Consciente des autres, donc peu égocentrique, tendance à douter de soi. C'est quoi une femme cancer? Écoute, tu l'as si bien dit, maternelle. Et ça veut tout dire. Le mot maternel, pourquoi? Ben c'est simple, hein? Le mois qu'on vient juste de jaser, là, les Gémeaux, c'était la pollinisation. Ben voilà, la fertilisation. J'aime quand tu fais des comparaisons avec les saisons, c'est tellement... Ben, c'est tellement représentatif. Ouais. C'est comme je disais, c'est un phénomène cyclique et on est définitivement en lien avec cette étape-là qui maintenant est la naissance. Et la vie a donné un outil exceptionnel à l'individu pour pouvoir protéger sa progéniture, c'est l'amour. Et le cancer est donc le digne représentant de cette réalité qu'est l'amour. Il est né pour aimer son prochain, aimer les gens qu'il côtoie, aimer tout le monde. Il n'est pas celui qui va être... ce n'est pas l'amour universel, mais bien spécifiquement... L'amour familial, maternel. Écoute, on peut élargir. Hein? Je donne un exemple. Un cancer ne peut pas collaborer avec des gens professionnellement s'il n'a pas un attachement. C'est simple comme ça. En fait, s'il y a une indifférence, ça ne fonctionnera pas. C'est pas ça. Un cancer, s'il travaille avec quelqu'un, il a un attachement. Un cancer qui perd une job, perd une partie de sa vie, là, carrément, parce qu'il aimait ses collègues. Clairement, ce n'était pas de l'amour sentimental, c'était un peu un amour fraternel, mais c'est aussi puissant dans certains cas. On va parler maintenant de l'homme cancer. Il y a certaines disparités avec la femme. C'est un signe féminin, donc doit prouver qu'il est un homme parfois. Ne peut vivre sans amour et sans approbation, besoin de famille.
En amour, c'est un grand timide, très sensible, surtout à l'échec amoureux. En société, il fait belle figure. Deux sortes de cancers chez les hommes que j'ai notés. Là, celui qui est autonome, délicat, travaillant, discret, prévoyant, et l'autre qui est carrément un parasite, fait un cadeau et s'attend à recevoir son investissement, tendance aux excès, sinon se jette dans le travail. C'est quoi un homme cancer? Écoute, là, je pense que t'as été trop dur. Ben, j'ai rapporté un peu que ce que j'ai OK. vu. Non, c'est ça. En fait, je vais te dire, effectivement, entre l'homme et la femme cancer, c'est probablement dans ce signe-là qu'on retrouve la différence la plus marquante. La femme, elle est généralement assez sûre d'elle, que c'est une femme, elle est née pour aimer. Et l'homme est timide. L'homme, dans le fond, exactement comme tu as dit, il est né sensible, mais il faut le cacher, ça. Voyons donc, c'est sûr qu'un homme, ça pleure pas. Donc, un homme cancer, comme je l'ai dit, qui fait un échec amoureux, qui vit une peine, en fait, ça va être difficile. Il y en a deux types d'hommes cancer. Soit effectivement celui qui ne démontrera jamais ou presque la moindre de ses sensibilités, un peu à l'image de Sylvester Stallone qui est cancer lui-même, où se trouve la sensibilité dans ce type. C'est difficile à cerner. Mais et t'as l'inverse qui est aussi vrai, l'homme cancer qui va aller dire à sa femme, va travailler, je m'occupe des enfants. C'est effectivement, les deux sont très très plausibles. Et celui-là, ce deuxième-là, est peut-être un petit peu plus près de son signe, de sa réalité, où il est capable effectivement de vivre pleinement dans l'amour d'autrui pour les autres. Mais dans un cas comme dans l'autre, homme-femme, ils sont nés pour aimer les deux. Et comme je disais, c'est dans la représentation. Je n'étais pas si loin de la réalité. Exact, mais il ne faut pas être si dur que ça avec les cancers. Ils sont sous au lait. C'est ça que je dis. Parce qu'émotif. Exactement. L'homme cancer est très soupe au lait. Et ça, peu importe s'il est le macho ou l'homme rose, il va être soupe au lait. Là. Maintenant, si on parlait de l'avenir des cancers à court et moyen terme. Écoute, c'est une curieuse de période. Heureusement, premièrement, l'été ne peut qu'être extraordinaire pour les cancers. C'est le temps de s'amuser, de décrocher, de faire la fête. Écoute, de revoir la famille, là, c'est déconfiné. Puis ça, c'est les gens que les cancers aiment le plus. Ce sont probablement ceux et celles qui ont souffert le plus dans la dernière année de ne pas pouvoir voir leur famille, surtout dans les fêtes de Noël, de Pâques, etc. Alors, ça a été, voici le temps de célébrer puis d'être en compagnie de ceux qu'on aime durant l'été. Mais c'est aussi une période qui a été certainement très révélatrice pour ce signe-là, qui a peut-être davantage compris l'importance de l'émotion dans notre société, dans notre vie carrément, de mettre en avant-plan ceux qu'on aime et non pas ce que l'on désire, tu comprends? Et ça, ben, ça le fait le tour des médias sociaux, cette approche de la vie, de vivre en fonction de son cœur maintenant, puisqu'on a eu le temps de réfléchir. Et ben le cancer va être probablement celui qui va changer toute sa vie et cette année 2021 est certainement un point tournant. Bon, ben, avis au cancer. On va poursuivre pour terminer avec quelques questions ça et là. Moi, là, la semaine dernière, soit le mercredi 26 mai, on parlait d'une pleine lune rouge en Scorpion et d'une éclipse lunaire. Est-ce que le cocktail est parfait pour des émotions et de l'agressivité dans l'air? Ça veut dire quoi? Ça apporte quoi sur le comportement des événements d'avoir une pleine lune rouge en Scorpion et une éclipse lunaire? Ça veut dire quoi? La lune est en Sagittaire, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a deux façons de calculer de l'astrologie, puis c'est sûr il y a deux lignes de pensée. Oui, exactement. Moi, je fais partie de la majorité et je suis... Pas que je suis contre l'autre, c'est juste que c'est une autre approche et ce n'est pas tout à fait... en tout cas, je sais qu'il y en a qui ils veulent partir des débats à ce sujet-là. Je serais le premier à dire « Let's go, on y va, on fait un beau débat. » Mais à chaque fois que j'ai tenté un discours avec des parties prenantes de cette forme d'astrologie, je me suis fait dire deux choses. Ou bien que j'ai rien compris à l'astrologie, ou alors que eux, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'astrologie de l'âme. Je suis tout à fait heureux de l'entendre, c'est bien, mais moi je pratique l'astrologie de l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici, sur Terre? Notre âme, oui, a un grand... Tu le prends un petit peu personnel. Ben écoute, parce que j'ai eu droit à des trolls à ce sujet-là. Et justement, honnêtement, là, je suis choyé par
les dieux, par mes fans. Je n'ai jamais de commentaires négatifs ou presque. C'est extrêmement rare. Lorsque j'en ai, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le même milieu que moi, dans un milieu similaire, et eux se font troller sans arrêt. Donc, d'avoir des lignes de bêtises. Écoute, c'est toujours plate à lire, mais je te dirais, curieusement, moi, c'est à propos de l'autre type d'astrologie qu'on me dit que je suis un peu passé date ou retardé parce que j'utilise cette astrologie tropicale qui utilise dans le fond le concept des saisons pour délimiter nos 12 signes plutôt que les constellations dans le ciel. Alors c'est un peu ça, et donc oui, la Lune était en Scorpion pleine, mais en fonction de l'astrologie sidérale et non pas tropicale. Et c'est pour ça, moi, je dis juste que je n'adhère pas à ce mouvement-là, sauf pour effectivement peut-être adhérer au concept de l'âme. Ça, j'ai aucun problème, parce que l'astrologie hindoue védique utilise ce concept-là. Et là, je suis, voilà, là, si vous m'expliquez ça comme ça, on peut s'entendre. C'est bon. Mais sinon, personnellement, ça ne s'applique pas. Donc, ça fait quoi une lune rouge? Écoute, tout simplement... Ça a-tu vraiment une incidence sur le comportement? Plus ou moins. C'est sûr que ça a été une pleine lune où on était dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et donc, amenant une période un peu plus d'exagération. Et le fait qu'elle était rouge, tu sais, on sent que c'est plus gros. Puis effectivement, il y avait aussi beaucoup de sensibilité dans l'air la semaine dernière. Là, je l'ai pas mal senti aussi. Et je vous dirais, pour ceux et celles qui sont plutôt seuls alors qu'ils voient moins de monde, c'est sur la route qu'on le voit, c'était excellent. Oui, c'est le premier indicatif, c'est sur la route. Les doigts d'honneur sont rapides. Exactement, sur les pleines lunes, oui. J'ai une question qui a rapport à la date d'anniversaire. Si l'on met les célébrations de côté, quand on se retrouve dans une phase particulière de bien-être général, est-ce que ça correspond un peu à notre anniversaire? Est-ce que, d'une certaine façon, les planètes vont avoir une incidence sur le comportement des gens quand ils sont proches de leur anniversaire? Non, pas nécessairement. En fait, c'est que le Soleil revient à la même place qu'à la naissance, mais toutes les autres planètes, elles, sont peut-être ailleurs. Ça ne change rien sur l'humeur. Par contre, si on est né, par exemple, une belle journée, là, c'est extraordinaire. Je veux dire, honnêtement, de mon côté, moi, l'été, effectivement, ma période de naissance correspond à ma maison 9, qui est la maison du plaisir et de la joie de vivre. Alors, effectivement, le mois d'août est souvent chargé de plaisir festif pour moi. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais un phénomène quand même intéressant, il y a un calcul astrologique qui permet, dans le fond, de bien cerner la prochaine année. Et notre anniversaire est toujours une période transitoire. Et un mois ou deux avant, un mois ou deux après, donc cette période tampon de 4 mois nous permet de changer d'ambiance d'une année à l'autre. Et c'est souvent remarquable, puis j'invite les gens à s'y concentrer, puis de voir qu'effectivement, d'une année à l'autre, on n'est jamais dans la même ambiance. Hein? Et c'est ça, le tampon est à peu près de 2 à 4 mois autour de notre anniversaire. Et c'est assez fabuleux quand on le constate, de se dire, puis essayons de se dire, la prochaine année sera meilleure que la précédente, et ça devrait justement être beaucoup plus révélateur. Très bon adage. Moi, il y a quelque chose que je me trouve, avant de passer à la question suivante, on est bousculé par le temps, il reste presque plus de temps. Il y a quelque chose que je trouve pas juste quand je discute avec toi, tu es une espèce de mesmère à cause de l'astrologie, parce qu'en sachant le signe l'ascendant, j'ai l'impression que tu sais comme tout sur moi, j'en sais pas autant sur toi. Question suivante. Je pense que poser la question, c'est y répondre, Alex. Dans tes relations, spécialement professionnelles, es-tu influencé, et si oui, jusqu'à quel point, par le signe et l'ascendant d'un futur et potentiel collaborateur ou même ami? Parce que c'est sûr que, tu sais, comme tu l'as fait avec moi, je veux dire, tu m'as dit, toi, c'est ça, 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 et c'était très précis. C'est sûr que ça t'influence. Tout à fait. C'est dans l'approche, évidemment. Je veux dire, chaque signe a sa particularité. Si j'avais à collaborer avec un bélier, c'est vraiment tout de suite et maintenant. On perd pas de temps. C'est rapide, et etc. Chacun des 12 signes. Avec une vierge, bien évidemment, c'est tous les petits détails. Et c'est pour ça que je prends le temps de te répondre avec détermination, avec minutie. Et oui, puis dans le fond, il y a une couette croche ici. Oui, exactement. Mais là, je vais on est dans les détails. Mais tu m'as fait perdre mon fil d'idée. Non, je te disais, comment je te disais ça? Est-ce que ça influence tes choix de futur
le potentiel que tu vois par rapport au signe ascendant? En fait, c'est pas tant que ça va influencer mes choix, mais plutôt ça se fait même de façon naturelle maintenant de m'adapter aux individus que je croise, tout simplement. Évidemment, en tant que lion, normalement, j'aurais une personnalité qui aurait dû dire, c'est moi qui compte, là, vous autres, vous êtes des moins que rien par rapport à moi. Mais comme je suis très conscient de cette réalité, j'ai au contraire tendance à dire, vous êtes tous importants, je vous considère comme vous l'êtes exactement. Et puis, ça finit par rayonner sur moi quand même. C'est bon, ça. Deux petites questions avec des réponses rapides avant de terminer. Point de vue caractère, qu'est-ce qui serait le plus explosif et bouillant qu'on pourrait rencontrer comme combinaison signe ascendant? Puis à l'inverse, qu'est-ce qui serait dans la douceur? Écoute, c'est sûr que tout le monde est unique, alors même si on parle de signe ascendant, mais je te dirais, là, à la base, là, bien entendu, tu as dit le mot Gémeaux tantôt, qui sont des gens qui on semble très négatifs. Comme je dis, il s'agit simplement de les prendre pas au sérieux. Et voici, vous allez changer toute la donne et ce ne sera plus quelqu'un de bouillonnant ou de dangereux. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y aurait un potentiel de colère. Ou du scorpion là-dedans. Puis même le signe du scorpion également. Lui, c'est le plus... J'ai 5 planètes en scorpion en passant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le plus particulier, le monde du scorpion. Je veux dire... C'est tout ou rien. C'est ça, qui s'y frotte, s'y pique, là, quelque chose comme ça. Là, et pour la douceur, ce serait quoi, mettons, un signe avec un ascendant? C'est sûr que tu vas me dire le cancer. Pas nécessairement. Le cancer, je te dirais, a une approche de la vie. Si on y va avec le concept maternel, pense à la maman qui voit son enfant jouer dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te l'agrippe par le bras, elle le ramène rapidement sur le trottoir et va donc vibrer là, négativement de ça. Elle a eu peur. Mais honnêtement, si tu veux, probablement la plus grande des douceurs, des empathies, c'est le monde du poisson. Il ne peut vivre que par... Et ce sont des rêveurs aussi. Mais ils vivent pour les autres. Et on en avait parlé. Suivre le courant. Il n'existe pas, le poisson. Et tu sais, en prenant conscience que le bélier, c'est le premier signe, la naissance de la nature, le mois qui précède, le poisson. Le mois qui précède avant le bélier, donc il n'existe pas encore. L'autre étant plus important. Alors c'est là-dessus, la douceur, je te dirais, c'est habituellement assez remarquable. À chaque fois que je te vois, je suis un petit peu plus intelligent ou moins intelligent. Alexandre, merci, toujours vraiment intéressant. Toi qui poursuis l'œuvre de ta mère en quelque sorte, parce que plusieurs personnes aussi ont connu ta maman Jacqueline. Je vais vous dire, mesdames, Alexandre, il est aussi gentil et avenant dans la vraie vie que professionnellement. C'est un chic type. Il est toujours disponible et très gentil. Je ne lui connais pas de défaut. Donc, les gens qui veulent te rejoindre aussi en terminant, pour une bonne plug en québécois, il y a ton Facebook, évidemment, puis tu dois avoir un site web. Bien sûr, alexandreaubry.ca. Pour des consultations et pour voir aussi ce que tu fais qui est très intéressant. Tout à fait, les vidéos, etc. Tout se retrouve sur le site, bien entendu. On se revoit très bientôt. Certainement. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Merci, Alex. Merci. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire. Une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée, d'asphalte, de nettoyage, de colmatage de fissures, d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier. De longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Spécialement en cette fin de confinement, il y a des gens qui n'ont pas de famille ou ont peu d'amis. Comment ça va? Appelez un ami, renouez. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ce très beau magasin à pignon sur rue déjà depuis 24 ans. Une bonne réputation. C'est le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison.
Maintenant, notre deuxième invitée, c'est une jeune femme dont le CV musical est impressionnant, bien garni et comprenant différentes cultures. Elle a pratiqué le métier de DJ dans plusieurs endroits de multiples façons, ainsi qu'en Europe. Et en plus de faire danser et vibrer les gens au son du dance music, elle chante et compose très bien. Son énergie est sans cesse renouvelée. Avec nous, une musicienne qui ne vit que pour la musique, DJ Lady Black Ice, Audrey Cousineau. Bonjour Audrey. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va très bien. Bien heureux de te voir avec nous. Bienvenue à l'émission. Peux-tu juste te rapprocher dans ta chaise d'un petit pouce ou deux pour être sûr que tu es bien cadré? Toi, tu as un parcours musical, comme je le disais précédemment, bien garni. La musique, aussi loin que tu puisses te souvenir, est-ce que c'est une influence parentale? Ça vient d'où? Ça a commencé où? Écoute, c'est un peu une drôle d'histoire en fait. Moi, j'étais une enfant, entre guillemets, à problème étant plus jeune, autant au niveau de la santé qu'au niveau de l'hyperactivité. Ouais. Fait que, pourtant, tu es super calme. J'ai appris à me gérer avec le temps et la méditation. Mais vers l'âge de 3 ans à peu près, j'ai été diagnostiquée, j'avais des troubles immunitaires, donc au niveau de la santé, moi j'étais malade. Souvent la grippe. J'attrapais tout ce qui passait, 365 jours, 7 jours sur 7, 24 sur 24, les allergies, écoute, je les avais à péter. Donc, ça a été des tests à n'en plus finir, des cliniques et tout ça. Puis finalement, à un moment donné, à l'école aussi, j'ai eu des troubles d'hyperactivité. Donc, à un moment donné, mes parents se demandaient quoi faire avec moi. Ouais, c'est ça. Donc, la musique a été la solution. Mais tu as bien réussi, je pense qu'ils sont fiers de toi. Ah oui. Dans ton cas, avant de parler de ton parcours autant académique que musical, pourquoi on devient DJ? Écoute, moi, mon plus grand rêve, Stevie, ça aurait été de jouer dans un band. Moi, c'était vraiment, je visais le chant depuis l'âge de 7 ans. Là, moi, je voulais devenir comme la prochaine Céline, si on peut dire. Bon. Écoute, j'avais un band au secondaire, écoute, des musiciens talentueux, c'était vraiment wow. Au cégep aussi, on s'est suivi un petit peu. Mais le fait, c'est de jouer en groupe, c'est pas tout le monde qui a la même perspective des choses. Je m'en allais t'envoyer une idée parce que j'ai monté des groupes parfois il y a quelques années. Et autant au niveau de l'ego que les horaires de travail, que aussi les vues sur l'avenir, musicalement parlant, ça peut être difficile de monter. Quand tu vois des groupes comme les Rolling Stones, qui durent et perdurent depuis des décennies, ce sont des petits miracles. Exact. Pour vrai, je les admire beaucoup, je sais pas comment ils font. Mais c'est très difficile au niveau des groupes. Moi, j'aurais vraiment voulu avoir un band. Tu t'es découragé à ce niveau-là? À ce niveau-là, oui. Surtout au cégep, à un moment donné, j'ai eu comme un déclic. Là. J'ai eu la grève des carrés rouges aussi qui est arrivée. Moi, je suis une personne très hyperactive dans la vie. Puis à un moment donné, on était 8 mois en fait, sans école, sans travail, sans bien grand-chose. Donc finalement, j'ai décidé de prendre des cours. DJ School Montréal était à la rescousse pour moi. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là. Tu t'es dirigée vers la musique préfabriquée et la faire jouer aux gens. Exactement, exactement. Surtout au secondaire aussi, j'avais des événements, dans le fond, des petits événements financement pour les voyages culturels et tout. Donc, mon professeur de sciences qui m'est arrivé à un moment donné, toi la petite, tu fais de la musique, ça va être toi qui vas animer vendredi prochain. OK. Bon. Donc, ça s'est passé un petit peu sur le fly comme ça aussi, étant plus jeune, puis après ça, plus professionnellement en vieillissant. De ton propre aveu, tu es, comme on dit en anglais, career oriented, tu es orienté sur ta carrière. Je veux dire, tu le dis de vive voix, il n'y a pas de problème. Tu as fait toutes sortes de choses. Tu as un bac en musique. Pour les gens, leur bénéfice, un bac en musique plutôt, ça veut dire quoi? Écoute, ça peut être plein de choses. Concrètement, ce qu'on fait à l'école, dans les cours, dans les classes, on fait autant de l'arrangement que de la composition. Ça pourrait être plus tard, si j'ai certains collègues et amis, dans le fond, qui étaient dans le même programme que moi, qui sont rendus sur des plateaux de télé, que ce soit Radio-Canada ou ailleurs dans le monde aussi. Ça a été beaucoup de la composition, de l'approche aussi, de la performance, comment interpréter, des fois juste la technique, comment tenir un micro, des petites choses comme ça. Donc c'est très très varié, c'est quand même assez large, autant du solfège, de la lecture plus théorique et l'aspect technique de la musique, comment analyser une chanson en bref. Et tu joues du piano depuis l'âge de 3 ans, ce qui veut tout dire. Est-ce que tu joues encore aujourd'hui? Oui, exactement. C'est sûr que l'aspect plus classique, je l'ai délaissé un petit peu. Mais j'en profite quand même pour m'accompagner parfois, plus au niveau pop, blues. Tu fais dans la production également parce que tu travailles avec Ableton. Exact. Si tu veux me développer là-dessus, me dire c'est quoi que tu fais? Oui, en fait, je compose une chanson de zéro, vraiment. Je pars une chanson, je commence à partir d'un accord.
Ça peut être un accord, des fois ça peut être, comment dire, soit un petit motif de rythmique, dans le fond, je peux partir avec ça. Puis après, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est les 3 steps pour composer. Est-ce que tu suis ces steps-là? La plupart du temps. Des fois, c'est sûr que j'essaie d'un petit peu dévier un peu pour trouver de la créativité. Selon l'inspiration aussi. Et présentement, tu as un premier tube, Pray For Me, qui est sur Spotify, un premier simple, et tu as travaillé en collaboration avec un rappeur du nom de SWB de Boston. J'aimerais que tu nous racontes comment tout ça s'est matérialisé. Oui, ben en fait, SWB, c'est un collègue à moi avec qui on a gradué quand j'étais faire ma maîtrise en Espagne. Donc, on a étudié ensemble à Berkeley. Puis de ça est découlé de... Ça serait le fun de collaborer à un moment donné, faire une chanson, quelque chose. Puis à un moment donné, lui, il a continué de rouler sa bosse, comme on dirait, depuis notre graduation. Puis finalement, il m'a dit ça serait le fun que tu fasses un remix d'une de mes chansons. Pourquoi pas essayer quelque chose? Puis voilà, le résultat est là. Est-ce que pour toi, l'inspiration t'empêche de dormir comme certains écrivains? Es-tu la personne, moi j'en fais partie, je suis pas mal sûr qu'Alexandre peut-être un petit peu. Tu as une feuille avec un crayon à côté du lit parce que quand l'idée arrive, il n'y a pas de moment, c'est spécialement la nuit. Puisque toi tu fais de la méditation et tu as compris que c'est dans le silence et le recueil qu'on voit ça. Est-ce que ça t'arrive? Ça, c'est souffrant pour toi? Des fois, sur ma vie, personnelle aussi, moi, je suis l'amie bizarre de ma gang, que des fois, on est au resto, une gang de filles, je m'éclipse aux toilettes pendant 45 minutes avec mon enregistreur sur mon téléphone, parce que c'est arrivé sur le fait, donc pas le choix, comme tu mentionnais, Stevie. Tu as travaillé aussi comme DJ dans plusieurs endroits, et c'est là que ça devient encore plus impressionnant. Tu as travaillé en Espagne, tu as travaillé en ville, je crois, au 1234. J'aimerais que tu me parles de ces expériences-là. Oui, ben en fait, comme je l'ai mentionné un petit peu auparavant, j'étais partie terminer ma maîtrise en Espagne. Oui. Puis pendant que j'étais là-bas, justement, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont offertes à moi, notamment avec l'école et en dehors de l'école aussi. Ben oui. Donc j'ai pu performer dans des clubs. J'étais résidente au 48 Gastro Club à Valence. J'ai pu jouer dans des festivals à Ibiza, Valence, un petit peu à Madrid aussi. Donc, plein de belles expériences qui en ont découlé de ça. Jusqu'à quel point, disons, ton bac en musique te sert encore aujourd'hui, à ce jour, comme DJ? Honnêtement, beaucoup. J'essaie beaucoup de Ta prendre... compréhension de la musique est plus avancée qu'une personne qui n'a pas été à l'école de musique, selon moi. Exact. Souvent, même des fois, je travaillais avec djmix.ca ou d'autres collaborateurs ici au Québec quand on me demande de faire un show radio ou qu'on me demande de créer un mix carrément. J'ai toujours cette approche plus technique, plus faire des progressions harmoniques, essayer d'arranger quelque chose pour que ça soit encore plus, pas juste du beat match comme on dirait dans le monde du DJing. Oui, j'aime ton expression. Maintenant, sur ton expérience en Europe, notamment en Espagne, quelle est la différence point de vue culturel quand on parle de musique? Est-ce qu'on s'attend aux mêmes choses là-bas? Qu'est-ce qui est véhiculé comme rythme par rapport à la culture aussi dans un club en Espagne? C'est-tu un petit peu comme ici, je veux dire, on chill, on boit, on danse? C'est quoi les différences que tu remarques? Très bonne question ça, Stevie. Écoute, ça a été un choc culturel pour moi, carrément, quand je suis arrivée là-bas. Les Espagnols de la drague n'est plus la même non plus? Non. Ok, ben, je vais te laisser poursuivre. Exact. Donc, en Espagne, de un, c'est une tradition plus ancienne, culture plus ancienne que nous, les Nord-Américains, sommes un peu plus nouveaux dans ce monde. Mais non, les Espagnols, c'est beaucoup, très, très familial, c'est très festif. C'est toujours des festivals. Eux autres, ils sont pas gênés là, de sortir dans les boîtes de nuit, grand-père, grand-mère, petit-fils, bien sûr, qui sont majeurs, tout le monde. Donc, tandis que nous, c'est vraiment, on sort entre jeunes ou entre amis. C'est ça. Moi, je me verrais pas vraiment dans un nightclub avec ma mère, personnellement. Mais en Espagne, c'est très différent. L'aspect de la musique, j'ai trouvé qu'ici, on est peut-être un peu plus diversifiés. Eux autres sont les traditions latines, c'est beaucoup de reggaeton, flamenco, bien sûr, qui est très influencé, qui est très, très présent là-bas aussi. Donc, c'était assez différent, l'approche de la musique, même la dance. Mais dans une discothèque avec ta maman, moi, je l'ai vécu 2 fois où je travaillais dans un club, puis ma mère était venue avec mon père apprécier ce qui se faisait sur place. Maintenant, tes premières expositions au dance music et notamment au house, ça se fait quand? Et ça a été quoi pour toi? Est-ce que ça a été un déclic? Oui, ça a été surtout quand j'ai fait mon cours à DJ School Montréal, comme je le mentionnais tout à l'heure. Moi, ça a été surtout en 2012. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai eu un DJ Norak qui m'a pris sous son aile. C'était mon mentor.
J'ai découvert beaucoup avec lui tout ce qui était le house, le techno, le dance, le trance. Parce que moi, ce que j'écoutais, je sortais de l'école secondaire, je suis rentrée au cégep. Oui, j'étudiais en jazz, je connaissais le pop, le classique, le jazz, des trucs comme on dirait mainstream, top 40, la musique de la radio. C'est pas mal ça avec ce dont avec quoi j'étais très familière. Mais ça a été plus, je dirais, quelques années auparavant, dans mes tout débuts. Pourquoi le dance music et non pas le country ou même le classique, puisque tu as été exposé à différentes sphères dans la musique? En effet, mais je te dirais que parce que je suis sûr que tu aimes les autres styles aussi, là. Absolument. Tu écoutais quoi dans ta voiture en t'en venant pour le fun? Pour vrai, tu mentionnais le country, j'écoutais du country. Peux-tu nous nommer un artiste ou deux? Ben oui, Luke Combs que j'écoutais tout à l'heure et Brett Young aussi que j'aime beaucoup ces temps-ci. Donc la question est biaisée parce que toi, c'est pas seulement le dance music, j'ai bien deviné. Exact. Mais c'est sûr que le dance, c'est pour moi quelque chose de libérateur, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dans ma famille, les gens écoutaient, donc ça a été un petit peu ma mini-crise d'adolescence, si on veut, entre guillemets. Donc ça a été ça mon approche du dance music. Et le québécois et le rock américain dans tout ça, tu te situes où? Oh là là! Écoutes-tu, exemple, du AC/DC? Oui, absolument. Ouais, quand même. T'aimes ce genre de voix rauque-là aussi? Ouais, ben même des fois c'est surprenant, mais quand je vais au gym, surprenez-vous pas si vous m'entendez écouter, vous m'entendez avec du metalcore dans les oreilles, ça arrive souvent. Question suivante. Être habité, dis-je bien, de la musique comme toi, l'aimer si passionnément veut dire pas seulement l'écouter, c'est en jouer, danser, chanter dans la voiture, sous la douche, peu importe, en composer comme tu le fais, faire danser et vibrer comme DJ, l'étudier comme tu l'as fait, mais quelle fonction te colle plus à la peau? Est-ce que c'est vraiment DJ ou tu me dirais peut-être chanteuse? Oh là là! Où tu te retrouves vraiment, là, tu dis là, je suis dans la bonne chaise. C'est comme moi, j'anime. Quand je fais Bâton Rouge, ben, je pense surtout avec des sujets comme la musique ou même l'astrologie, je suis comme un poisson dans l'eau. Puis il y a d'autres fois, ben, c'est peut-être pas nécessairement autant nos cordes. Dans ton cas, c'est quoi? Pour être honnête avec toi, ça va être le DJ. Je te dirais rapidement comme ça. Souvent, les situations dans lesquelles je me suis trouvée dans les années précédentes, que ce soit en événementiel, peu importe, ça a toujours été le DJ. Je me suis dit, hey, je suis à ma place, je suis au bon endroit, au bon moment en ce moment. Maintenant, tu représentes la relève en quelque sorte. La musique de demain, tu la vois comment? Parce que c'est sûr qu'on va rester dans les rythmes effrénés pour danser, mais tu la vois comment dans sa transformation? Parce que c'est sûr que ça évolue constamment. Disons, dans 10 ans, tu vois quoi pour le dance music, le house, ainsi de suite? C'est sûr qu'il y a une évolution, mais moi, je pense que tout est un peu cyclique. Là. On voit, progressivement, il y a beaucoup d'artistes qui aiment ça ramener le vintage, autant des synthétiseurs, de moins utiliser des plugins dans les logiciels, qu'on ramène de plus en plus les vieux Korg, les Jupiter 8, puis tous ces synthétiseurs-là. Donc, il y a un aspect plus vinyle, un peu vintage, qui essaie de revenir tranquillement, se mélanger à l'aspect, l'apport un peu plus futuristique de l'approche. Tu te définis comment comme DJ en quelques phrases pour ton style et ton approche? C'est sûr que je suis quand même assez open format, mais plus mainstream. Oui, exact. Et c'est là pour rester. D'après moi, oui. On va maintenant parler de ton expérience Twitch, qui est quand même assez relativement récente, et ça correspond évidemment à la crise du COVID. Est-ce que c'était un plan B pour toi? Je pense que oui. Est-ce que c'est là pour rester? Parle-moi de ton expérience Twitch jusqu'ici. Oui, ben en fait, ça a été grâce à un de mes collègues, Dave Ray, un très très bon DJ musicien de Montréal. C'est lui qui m'a initié à tout ça, en fait. Ben, c'est parce qu'il s'appelle Ray qui est bon. Ben oui, t'as tout compris. Je fais des farces. Mais non, ça a été surtout avec la grosse quarantaine qu'on a vécue, surtout en janvier, je te dirais, qui a donné un coup de grâce pour beaucoup de mes collègues dans le monde de la nuit. C'est là que je me suis remis beaucoup, je me suis remise en question, l'événementiel, ça va revenir quand, qu'est-ce qu'on fait, faut essayer de se réinventer, faut essayer de ramener le public puis de faire un petit coucou, on existe encore. Donc moi, Twitch, ça a été surtout ça, de découvrir d'autres DJ, collaborer aussi avec d'autres DJ, ça a été un bel apport Twitch dans ma vie. Donc, quand on revient à la vie normale, tu continues Twitch? Probablement un peu, mais pas autant que je suis investie en ce moment. Ça risque peut-être d'être mensuel, bimensuel, mais je serais peut-être moins assidue un peu. On va y aller maintenant dans tes goûts personnels. Quelle est la plus belle voix féminine au moment où on se parle?
Oh, en ce moment... Une qui t'inspire et que tu apprécies au plus haut point. Absolument, je dirais, on retourne du côté country, ça serait Carrie Underwood. Ah, c'est le fun, ça. Ben, tu es une amoureuse de la musique, ça c'est bien manifeste, on dit une music freak. Tu vas dans toutes les directions, un peu comme l'émission ici. Moi, je veux un commentaire, je vais te nommer des styles et tu me fais un commentaire d'une phrase sur chaque style que je vais t'énumérer. Tu dis ce que tu veux. On va commencer avec le country. Moi, c'est de la musique, ça vient me chercher les racines, émotions. les émotions, Okay. les racines, exact. Le classique. Le classique, je te dirais, c'est un peu plus élitiste dans ma tête. Oh, j'aime ce plus terme-là. également. Qui s'adresse à une certaine sphère de la société plutôt Ouais, qu'à exact. tout le monde. Mais toutefois appréciable quand même, mais Ok. pour la détente. Le dance music, Ah, ça, c'est la liberté. pour moi. l'énergie. Absolument, l'énergie. Et le house, Le house, je te dirais, c'est un petit peu plus travaillé, plus recherché que le dance Ok. music. Toutefois mélodique, mais je te dirais que surtout les gens apprennent à apprécier un peu Ouais. plus avec le temps. ok. Et la pop, est-ce que c'est mort? Non, ça, je pense que ça va rester. Ça va être Ouais. indéfini. Le jazz, Le jazz, ça fait faire un retour, je pense. On va avoir un Ouais. retour, mais le jazz, pour moi, c'est quelque chose de très Est-ce que tu- intellectuel. est-ce que tu écoutes du Louis Armstrong, par exemple, des Oui, fois? Ouais. beaucoup. Miles Davis. Ah, ben tu oui. sais, Les grands. Exactement. Ceux qui finalement ont influencé la musique dans son ensemble. Absolument. Et le blues maintenant, pour terminer. Oh, le blues. Ça, c'est vraiment très, comme on dirait en bon anglais, raw, donc très, comment dire, plus rude, plus, un peu primitif, mais en même temps, c'est tellement en simplicité. Et directement encore là dans les émotions. Exactement. Nous allons prendre une pause, ma chère Audrey. Je vous rappelle que nous parlons musique présentement avec une artiste DJ très talentueuse, DJ Lady Black Ice, Audrey Cousineau. Maintenant, nous allons parler de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, Metroplus Fogerty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté ici d'être associé avec une telle bannière qui est synonyme de qualité et de fraîcheur. Donc, Metroplus Fogerty, qui appartient à Peter, que je salue, Peter Fogerty du même nom évidemment, c'est situé au 40 rue Émile Despins dans le carrefour Charlemagne, juste à côté de Repentigny. Metro Fogerty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vous parle d'un centre d'imagerie tout à fait particulier, un de nos partenaires aussi très important, soit Pixel, que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, Pixel, l'incontournable, pour un service d'imagerie et de graphisme de la 450, c'est le 654-9944. On va revenir à nos moutons, Audrey. Dans ton cas, maintenant, on va aborder peut-être un sujet un petit peu plus sérieux à l'intérieur de la musique. Plusieurs anecdotes différentes que tu nous racontes, c'est intéressant. Maintenant, on va parler de préjugés. On en a parlé ensemble cette semaine dans nos conversations hors d'onde. Moi, j'étais très curieux. Cette fois, on va parler du fait d'être une femme dans... Est-ce que la musique est un milieu d'hommes? Il faut croire que certains croient que oui, même s'il n'en est rien. Donc, en tant que femme artiste DJ, tu as vécu des épisodes de fermeture d'esprit. Tu as parfois eu à vivre des affrontements ou des difficultés par rapport aux hommes en place qui ne t'appréciaient pas à ta juste valeur. As-tu des anecdotes et est-ce que ça évolue? L'évolution, tranquillement, je te dirais que surtout grâce aux hommes qui ont une ouverture d'esprit, au moins ça nous, pas ça nous facilite la chose, mais ils nous intègrent de plus en plus, donc ça, je trouve ça beaucoup mieux et très très apprécié aussi. Tu as vécu des anecdotes, oui. du sabotage entre autres. Oui. J'aimerais que tu me racontes un ou deux faits que tu as vécu, des anecdotes Absolument. qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais qui vont démontrer aux gens que faire sa place dans le milieu de la musique pour une femme en tant qu'artiste DJ, c'est pas toujours facile. Absolument. Ben, en fait, quelques années auparavant, Stevie, j'avais un contrat, j'étais résidence dans un club à Québec. Et justement, avant d'ouvrir la soirée, moi j'arrive tout le temps, bien entendu, à l'avance, j'installe mes choses, juste être sûr que tout est en place et prêt à partir la machine, en bref. Mais juste 5 minutes avant de monter sur scène, je décide d'aller aux toilettes, me rafraîchir, je reviens. Qu'est-ce que je vois pas? Tous les fils sont, tu sais, méli-mélo, tout est plus en place. Là, un petit moment de panique m'a pris, mais
j'ai trouvé ça important. Moi, ça a toujours été la technique aussi qui était importante. Donc, Tu étais préparé à faire face à ce genre de situation. On est toujours prêt pour le chaos. Mais sauf que c'est pas agréable. Exact. Fait que bien sûr, ça m'a juste pris quelques minutes à peine, là, un petit 2 minutes, juste refaire mes connexions, être sûr que tout était en place. Mais bien sûr, on voyait qu'il y avait une petite malice derrière ça. Tu te retrouves à travailler dans un endroit où tu ne te sens pas apprécié, tu nages à contre-courant, c'est pas facile ça. Exact, tout à fait. C'est vraiment, c'est difficile, mais il faut être prêt à toute éventualité. Donc ça m'a appris beaucoup. Checker mes affaires, puis comment dire, connaître le côté technique aussi des contrôles, des contrôleurs, des consoles, c'est très important. Donc tu reçois souvent des regards, soit de désapprobation ou des commentaires qui sont pas très élogieux de la part des hommes de l'ancienne garde. Exact. Souvent dans des festivals, c'est pas très, comment dire, c'est très très commun que ce soit le staff, que ce soit d'autres musiciens, qui toi retourne en backstage avec les autres groupies, un peu dans ce genre, malheureusement. Bon. Ça arrive souvent. On va poursuivre. Tu as beaucoup de clients parfois dans une prestation en club qui sont éméchés ou carrément gelés. Qui vont trop loin dans leurs avances durant tes prestations. C'est arrivé, ça? C'est arrivé, malheureusement, oui, dans le passé. Mais à cette heure, je mets tout le temps une petite ligne en bas de mes contrats d'avoir... on finit par comprendre aussi qu'il faut qu'il y ait un espace entre le DJ, spécialement dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Exact. Donc, tout le temps avoir une petite clause maintenant d'avoir quelqu'un de la sécurité ou qui peut gérer si certains imprévus arrivent en soirée. C'est important. Qu'est-ce que tu me dirais du milieu de la musique des artistes DJ, point de vue nombre et peut-être compétition, qui parfois peut verser dans le malsain? Parce que là, on voit, là, ça fleurit, c'est comme des pissenlits, il y a de plus en plus de DJ, et tant mieux, ça fait plus de choix, mais ça ne veut pas nécessairement dire qualité. Toi, tu me dis quoi à ce niveau-là? Oh mon Dieu, bien surtout avec la pandémie, il y a eu beaucoup l'apparition des bedroom DJs, comme on pourrait dire, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais beaucoup de jeunes ou de toutes sortes de monde, en fait, de toutes sortes de tranches d'âge qui ont finalement décidé de découvrir le hobby qui est le DJing, ce qui est une bonne chose en fait. Mais c'est sûr que ça va être un petit peu plus un défi, je te dirais, sur le marché après ça, de ces DJ-là qui n'ont jamais joué devant le public. De tout à coup avoir à gérer une foule de 300 ou plus de 300 personnes. Il y avait combien de personnes en Espagne? J'ai fait des festivals jusqu'à 5000 personnes. Wow! C'est une belle expérience. Un peu de nervosité ou... Toujours. Non, mais tu sais, il y a une différence entre l'adrénaline puis aussi être trop nerveux au point d'en perdre ses moyens. Moi, je suis bien certain que tu te contrôles. Mais ça te poussait plus loin, l'adrénaline? Toujours, oui. Souvent, ça nous donne le petit, c'est ce qu'on recherche. de plus. Là. Oui, c'est comme une drogue. Exact. Maintenant, une prestation spécialement en club, c'est carrément enivrant pour le DJ, aussi pour les gens qui dansent et qui vibrent et qui s'amusent. Et c'est parfois, je dirais la plupart du temps, la raison première pour les DJ quand ils veulent jouer. Dans ton cas, c'est quoi ta raison première de jouer dans un club et est-ce que ça te manque? C'est sûr que ça me manque. Écoute, à un tel point, Stevie, que... Tu fais semblant d'être devant le public chez toi? Quasiment, oui. On s'installe des toutous, des tasses ou peu importe ce qui nous tombe sous la main. On essaie d'être créatif à ce moment-là. Mais oui, l'énergie d'une foule, sentir ça, et l'interaction aussi, ça nous manque beaucoup, je pense. Fais-tu partie de ceux et celles qui croient qu'il y aura un après-COVID fabuleux? Honnêtement, je pense que oui. Renaissance des clubs? Un petit peu similaire, je crois, une effervescence un peu comparable aux années 20, il y a une centaine d'années de cela. On va y aller maintenant avec une série de questions que j'appelle les questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Ta plus belle expérience musicale, ton plus beau moment dans la musique, c'est quoi? Mon plus beau moment, Ibiza. Oui, et c'est quoi Ibiza? Ça, c'est en Espagne? Exact. Donc, c'est la fameuse île du party. Y a-tu un moment en particulier? En fait, ça a été rencontré le papa d'Avicii. Il y avait une conférence cette journée-là. C'était très, très, très touchant. Monsieur Bergling, qu'on a pu rencontrer, qui nous parlait du passé d'Avicii, défunt Avicii. Donc, très inspirant. J'aimerais maintenant que tu parles de tes influences premières. Tu nommes un artiste sur la scène du dance music. Tu peux me répondre David Guetta, n'importe qui, là, mais qui a de l'influence sur ton style, sur ce que tu recherches. Je dirais vraiment Timbaland. C'est un producteur américain, surtout basé à Miami, qui collabore avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc, autant des fois, il va toucher au dance music, qui peut aller vers la pop, le R&B, le rap. Donc, j'admire beaucoup, beaucoup son travail. Le plus bel endroit où tu as joué?
Tu vas dire encore Ibiza? En effet. Difficile à battre. Tes objectifs à court et moyen terme, là, avec le retour à la vie normale, c'est quoi? Parce que je pense que tu diriges, veux pas, sur le chant. Absolument, oui, c'est d'intégrer de plus en plus le chant à mes productions. Justement, je travaille sur mon album qui devrait être lancé d'ici l'année prochaine, espérons-le. Donc, ça serait vraiment de pousser le niveau production musicale et bien sûr, éventuellement la tournée. Est-ce que tu penses que la spiritualité d'un artiste DJ se reflète dans sa musique et est-ce que c'est ton cas? Tu sais, tu me parlais de méditation. Ouais. Oui? Oui, tout à fait. C'est quoi ton rituel d'avant-match? Moi, en fait, je m'isole toujours, que ce soit dans un club, sur une scène, dans un théâtre. Je cherche tout le temps un petit endroit isolé, quelque part en backstage ou dans le backstore, derrière une coupe de caisse de bière. Non, je vais pas pleurer en boule dans un coin. Des caisses de bière que tu as bu? Non, non plus. De préciser. Exact. Mais non, tout simplement, juste me recentrer, écouter de la musique qui est autre que du dance souvent. Donc, des fois, juste me recentrer un petit peu avant une performance. Écouter du classique avant d'aller faire jouer du dance. Pourquoi pas? Ça finit par coûter cher être DJ professionnel? Tout à fait. Ça va vite. Les factures montent vite. Ta dernière facture, c'est combien? 800 $, un contrôleur. Bon. Exact. C'est quoi ta définition d'une bonne prestation musicale qui te satisfait vraiment? Une bonne prestation, c'est sûr que ça va tout d'abord, avant toute chose, la préparation d'avant-match, comme on dirait, avant le show. C'est sûr d'avoir une bonne structure, que ça soit bien préparé, que ça soit quasiment coulé dans le béton. Donc, d'avoir une performance, qu'on le sait où ce qu'on s'en va, c'est planifié, on y va avec ça. Puis bien sûr, toujours préparer des backups, que X ou X choses peuvent arriver. Ouais. Donc ça serait une bonne prestation pour moi. Évidemment, le nom choisi par un DJ a une touche personnelle, ça va selon le style, la personnalité. Dans ton cas, ton choix de nom de DJ, que je dois dire que j'apprécie beaucoup, je trouve ça très, très cute. DJ Lady Black Ice, c'est très bien. Tu l'as trouvé comment ton nom? Oui, en fait, et ne pas confondre avec Black Ice. Je sais que j'ai les Black yeux Ice. très foncés, C'est mais ça. c'est la glace noire. En fait, ça a été un événement malheureux qui s'est heureusement bien terminé. Il y a plusieurs années de cela, j'ai eu un accident perte totale l'hiver sur la glace noire. Donc, Black Ice, ça a été... Oh wow, ouais, ça, tu m'avais pas dit ça. Ouais, puis je me rappellerai toujours, j'étais dans mon auto, pratiquement à l'envers, puis j'avais la chanson, une chanson de Sébastien Ingrosso qui jouait à la planche dans les speakers. Donc là, on dirait que la musique EDM est venue me chercher encore plus. Donc, on est chanceux de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Ta définition de la musique, en une phrase, peu importe le style, parce que tu les as tous explorés. Ouais. Mais ta définition de la musique en une phrase, c'est quoi? Même, je dirais en un mot, Stevie, si ça te va, pour moi, la musique, c'est magie. C'est la magie. Avec une touche d'émotion. Oui. Ma dernière question, dans ton cas, le but de faire de la musique, c'est quoi? Moi, en fait, c'est une carrière, on dirait que c'est ma raison d'être, tout simplement. Oui. Ben, quel conseil tu donnes aux aspirants DJ? Tiens, on va terminer avec ça. Oui, en fait, moi, je dirais, honnêtement, surtout avec toutes les ressources qu'on a sur Internet de nos jours, des fois, chose qu'il y avait un peu moins quand j'ai commencé, l'accessibilité, que ce soit à des groupes, des blogs, des tutoriels sur YouTube, c'est faites de la recherche, vraiment. Si vous en mangez de ça, comme on dirait en bon québécois, faites de la recherche, n'hésitez pas des fois à aller voir des conférences, des masterclass, rencontrer des gens aussi. Surtout si c'est une carrière qu'on envisage, vraiment, restez pas dans votre chambre ou dans votre sous-sol. Essayez de vraiment... Et suivez votre passion. Exact, suivez votre passion, puis mettez-vous à l'avant. N'hésitez surtout pas. Je te remercie. Je veux dire, c'était très intéressant. J'invite les gens à aller voir sur Spotify Pray For Me. C'est très bon. On voudrait aussi plugger ce que tu fais. Tu as un Facebook, as-tu un site web? Pas tout à fait, mon site web est encore en construction, mais vous pouvez aisément me rejoindre sur Audrey Cousineau. Oui, ou sinon Lady Black Ice DJ sur Instagram aussi, Facebook également. Moi, je te remercie non seulement de ta présence à l'émission, mais de partager cette si vive passion. Non seulement je te souhaite, et je suis certain que tu vas connaître du succès, mais je t'en souhaite encore plus. Tu influences les gens qui t'écoutent par ton énergie et tes rythmes, et ça, c'est très bien. Tu n'es pas autant reconnu que tu devrais l'être et que tu le seras. Merci de contribuer. Si on t'a fait connaître un peu plus aujourd'hui, ben, tant mieux. Je te remercie d'avoir été des nôtres. DJ Lady Black Ice,
Audrey Cousineau. Tu peux rester avec moi, on a pratiquement terminé. On va parler maintenant d'un endroit bien particulier, puisque vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait pour vous. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, comme je vous dis, vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. Je vous parle ici du centre de liquidation audio usagé. Un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements de qualité sur place qui vous attendent. Comme je vous le dis, pour du résidentiel commercial, un bar, un restaurant qui va bientôt ouvrir, c'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny. Les réparations sont faites sur place, donc je vous donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé dans le 450, le 654-6849. En terminant, n'oubliez pas, ne soyez pas habité de la pensée magique. Il ne faut pas non plus tomber dans le relâchement parce que ça va mieux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut toujours faire attention, porter son masque, faire attention à la distanciation, ça s'en vient. De grâce, restez des leaders positifs. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.